Merci beaucoup pour m'avoir invité à cet formidable endroit qu'est le lac de Grandlieu. J'ai bien conscience qu'il y a à peu près une trentaine d'années, en 1987, que je faisais du bateau sur ce lac et que je faisais des recherches avec Marion. Et depuis cette période-là, j'ai toujours gardé cette image du lac de Grandlieu quand j'étais dans mon pays, aux Pays-Bas, parce que nous avons un endroit assez similaire par chez nous. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce que nous avons fait aux Pays-Bas. Vous savez, les Pays-Bas, c'est un pays bas. Donc la moitié des Pays-Bas n'existerait pas s'il n'y avait pas un pompage systématique des eaux et une évacuation de ces eaux dans nos lacs ou nos canaux. Mais aujourd'hui, nous allons voir ce que cela voulait dire en termes de qualité des eaux et restauration de la nature. Parce qu'il ne s'agit pas seulement des fonctions humaines qui sont importantes, mais également, il faut garder à l'esprit que ces lacs sont extrêmement importants pour la nature. Donc, ce que nous allons faire, notre organisation se préoccupe de la qualité des eaux aux Pays-Bas. Et nous existons aujourd'hui depuis à peu près 85 ans. Nous avons une expérience donc de 85 ans de la gestion des zones côtières. Nous allons voir ce que ça nous a apporté. Nous allons parler un peu plus précisément du lac de Isle-Mer, qui est un lac qui existe depuis 1932. Nous allons parler également de la directive cadre pour l'eau et de la législation de 2000. C'est une législation assez nouvelle dans notre système. Nous travaillons ici depuis près de 30 ans, donc le cadre législatif européen est arrivé par la suite. Et nous allons voir l'importance de la collecte de ces informations et de la gestion partout en Europe. En 1932, il y avait un barrage a été construit. À ce moment-là, Zuiderzee, donc, qui est l'estuaire dans lequel nous nous situons, est devenu un lac. Donc, il y a eu une situation d'accumulation d'eau sur près de 30 km de large, et cette eau s'est transformée en eau douce. Ensuite, il y a eu d'autres constructions d'aménagement des berges, et la raison pour laquelle nous avons fait cet aménagement, c'est parce qu'il y a eu des inondations en 1916 où on s'est dit, il y a eu des décisions politiques qui ont été prises pour construire donc ces constructions, ces barrages. En 1953, de nouvelles inondations ont eu lieu, énormément de victimes, et une nouvelle décision politique qui a visé à changer la situation. En 1969, on a construit tous ces éléments, tous ces endroits que je montre sur la carte ont été aménagés. Et par la couleur, vous pouvez voir la différence. En bleu clair, on peut voir des lacs d'eau douce. En violet, on voit un lac d'eau saumâtre. Et en bleu foncé, on voit des lacs d'eau salée. Donc de grands changements ont vu le jour au cours des 80 dernières années. Beaucoup de zones humides créées par les hommes, beaucoup de nouvelles situations à gérer. Maintenant, rapprochons-nous de la zone d'Isle-Mer. Le barrage qui a été construit faisait 32 km de long en 1932. C'était une ligne droite. Un travail d'ingénierie formidable. Tout le monde en était très fiers. On en est toujours très fiers aujourd'hui. Il fait même partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il est fait aujourd'hui 2 km. Il était 2 km plus long au départ. Donc, voilà le projet. Monsieur Lely, qui était ingénieur, a construit dans ce lac des polders en 1930, 1942, 1957, 1968. Vous pouvez voir que toutes ces zones-là ont été rognées sur le lac, en quelque sorte. On avait donc une zone de 165 000 hectares de polders dans le lac. Donc on a enlevé l'eau du lac. Et la zone d'eau qui reste dans le lac était donc de 185 000 hectares. Le lac fait donc aujourd'hui à peu près la moitié de la taille qu'il faisait originellement.
Ensuite, Leili, l'ingénieur, a décidé de travailler sur la dernière zone de polder qui restait. Donc en 1980, les gens se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas seulement des utilisations liées à l'agriculture, mais qu'on utilisait également le lac pour l'eau potable, pour la navigation. Et donc ce polder n'a jamais été développé. Donc c'était un grand changement par rapport au plan initial. La société a changé et les plans ont changé. Donc vous pouvez voir les noms. Donc au nord, on a Eiselmeer, Markemir au sud-ouest. Il y a une digue qui a été construite pour diviser le système en deux parties. Il y avait une première digue pour le premier polder qui était prévue, mais le polder n'a jamais vu le jour. Donc on a divisé notre lac en deux, ce qui a bien sûr eu des impacts biologiques, écologiques. Et donc on a les border lakes qui sont des zones à très faible profondeur. Maintenant, il n'y a pas que de l'eau, il y a également les sols sous le lac. Pour nous, on a des zones sablonneuses dans le nord du lac et des zones calcaires au sud. Des zones argileuses, au sud. Il y a également des dépôts dans le lac qui viennent par la rivière. Des dépôts de limon qui sont amenés par la rivière et qui sont déposés dans cette zone-là, mais également, suite à la fermeture par cette digue-là, il y a eu un nouvel équilibre de limon, parce qu'il y avait énormément de vagues créant de l'érosion dans le sud-ouest du lac, et énormément de limon se dépose dans le nord-est de cette zone séparée du lac. Ici, on peut le voir, la cartographie des changements. Donc les zones sont devenues sédimentées petit à petit. C'est ce qu'on voit ici en rouge, au rouge ocre sur la carte. On voit le changement de la profondeur. Donc les niveaux de différence de profondeur certains niveaux ont disparu. Il est important de se rendre compte qu'un lac n'est jamais juste simplement un lac. C'est toujours lié à des rivières, à un environnement. Et dans notre cas, le lac d'Eiselmeer fait partie du bassin versant du Rhin. Donc depuis la Suisse, une partie de la France, une grande partie de l'Allemagne contribue à apporter des nutriments à notre lac. Nous transporte également les polluants, les médicaments, tout ce qu'on retrouve dans l'eau. Tout ceci se retrouve dans ce bassin versant. Donc regardons maintenant un petit peu la qualité de l'eau. Dans les années 80, la qualité de l'eau était faible. Il y avait beaucoup de nutriments dans l'eau. Et c'était une image qu'on pouvait voir au mois d'août, donc des algues vertes, des algues bleues. Elles se retrouvaient partout dans le lac. Il n'y avait pas beaucoup de microphytes. Les plantes aquatiques mouraient à cause des algues. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a véritablement réussi, parce que dans les années 80, les gens se sont rendus compte que ce n'est pas la nature, il faut qu'on fasse quelque chose. Et grâce à une grande collaboration internationale avec les Allemands, avec les Français, l'eau, la qualité de l'eau, la purification de l'eau a permis d'obtenir une extrême réduction du phosphore. On peut le voir ici. Donc une diminution d'un facteur 10 a été obtenue en 20, 25, 30 ans. Ici, on peut voir les différents lacs de notre système. Un lac d'Elmire est un petit peu à la traîne, qui recevait de l'eau et qui reçoit encore de l'eau qui vient de zones agricoles. Mais tous les lacs qui sont alimentés par le Rhin ont connu une grande réduction de l'émission de la quantité de nutriments. Et grâce à cette réduction, nous avons pu voir arriver l'augmentation de la transparence de l'eau. Mais ça a pris des années. Donc on avait déjà une réduction des niveaux de phosphate, mais il ne se passait rien dans le lac jusqu'au milieu des années 90. Et à partir de ce moment-là, le système lacustre a réagi et la qualité de l'eau et la transparence de l'eau ont été observées de manière plus générale. Et ceci a généré une réponse au niveau des plantes aquatiques. Ici, on voit la plante Cara qui apparaît dans les eaux côtières de notre lac. On peut voir comment elles se sont développées.
en 1980 n'existait pas du tout. Dans les années 70, elle réapparaît et de plus en plus. Donc elle a véritablement été renforcée dans les années 2000. Aujourd'hui, on voit une différence. Il y a de nouvelles espèces qui arrivent, mais la situation est globalement bien meilleure qu'elle n'était. Ici, on peut voir que le système a réagi dans de très nombreuses manières et pas de la même manière partout. Donc ici, on a la zone où on retrouve des caras. Ailleurs, on retrouve des Nithelopsis, Potamogeton également, Potamogeton pectinatus au nord, Perfoliatus sur la côte ouest. Donc, on se rend compte que la composition macrophyte générale dépend des sols, dépend également des différents niveaux de nutriments. Et en ce sens, le système génère sa propre biodiversité, et biodiversité qui est extrêmement intéressante. Et elle va dans plusieurs sens différents. On n'est pas dans la monoplante ici, on a vraiment différents types de plantes. Alors il est intéressant de voir ce que les oiseaux ont fait. Ici, voici un exemple du cygne de Buick qui vient migrer depuis la Russie en hiver. Nous sommes dans une zone de migration. Et voici la population des cygnes de Buick. Ici, on se rend compte que nous avons près de 40% de tous les 40% des cygnes dans le couloir migratoire viennent dans notre lac. Et ils se répartissent le long des endroits où on retrouve les macrophytes. Notamment, c'est également le cas pour l'ensemble de la population des oiseaux qui viennent se localiser là où les macrophytes sont présents, puisqu'ils sont liés bien sûr à la qualité de l'eau. Donc ici on retrouve la foulque. On voit le nombre de la foulque donc. Les chiffres actuels sont bien plus élevés que ce que l'on avait pu voir jusqu'à présent. Maintenant, qu'en est-il des poissons? Qu'en est-il des benthos? Eh bien, on se rend compte que la situation est variée. Ici, voici les différents animaux que nous pouvons retrouver, les différents oiseaux que nous pouvons retrouver. Ce sont les espèces qui sont listées dans les projets Natura 2000, des espèces pour lesquelles nous avons une responsabilité internationale. De très beaux oiseaux, ils sont magnifiques à voir. On voit des cormorans qui mangent des poissons, on n'a pas trop envie d'en avoir, mais ils sont très importants. Voici le cygne de Buick, vous avez vu l'image précédemment, qui vient donc de Russie, du delta de Petchora. C'est une zone qui ressemble un petit peu à la nôtre aux Pays-Bas, mais c'est une zone qui est intacte. Il n'y a pas de barrage, il y a beaucoup d'eau. Et donc en été, tous les cygnes de Buick vont en Russie et en hiver, ils sont chez nous. Ils viennent en hivernage. Et donc les oiseaux viennent de la Russie, ils font ce grand voyage pour se rendre dans la zone d'hivernage. On n'est pas juste un lac, notre lac est connecté grâce aux oiseaux et grâce aux différents couloirs migratoires, aux différents réseaux de rivières que j'ai déjà mentionnés. Ensuite, si vous regardez les oiseaux par rapport aux aliments, on a des oiseaux qui mangent des plantes, des oiseaux qui mangent des poissons et des oiseaux qui mangent des moules et des coquillages. Voilà comment c'était avant et maintenant on a la taille des photos représente le nombre d'oiseaux. Ici vous voyez que le nombre d'oiseaux mangeant des plantes a augmenté et le nombre d'oiseaux mangeant des poissons réduit. Ceux qui mangeaient des plantes à gauche ont énormément augmenté, par contre ceux qui mangent des poissons ont énormément réduit. Et ceux qui mangent des coquillages ont également énormément réduit. Pourquoi ? Eh bien, nous avons mis en place des études pour savoir ce qui se passe dans notre système au niveau de l'alimentation des oiseaux. Dans notre système, les éperlans sont très importants parce qu'ils sont mangés par les oiseaux. Les moules d'eau douce également. Ces deux éléments, donc les éperlans et les moules d'eau douce, sont les aliments préférés de certains oiseaux. Ici, voici la cartographie des moules zébrés, des moules d'eau douce zébrés. Plus les points sont gros, plus le diamètre des points est grand, plus il y a de moules d'eau douce. Ici, on voit l'arrivée de la rivière. Ici, on peut voir les plus grandes colonies de moules d'eau douce.
Il y en a également un petit peu sur la côte ouest, mais il y a des endroits où il n'y a pas de moule. Et c'est à cause des éperlans. Pardon, c'est à cause du limon. Quand il y a du limon, on n'a pas de moule d'eau douce. Mais si on calcule le lien entre la profondeur de l'eau et la valeur calorifère des moules d'eau douce, en rouge, on retrouve la quantité de moules qui est disponible pour les canards plongeurs. Et donc, les points rouges représentent la proportion de moules qui est disponible pour les canards plongeurs. En vert, c'est trop profond, où ils ne sont pas suffisamment riches en énergie. C'est intéressant. La disponibilité alimentaire ne compte pas. Vous pouvez voir la différence entre les deux zones du lac. Donc au nord du lac, des eaux ouvertes, on peut voir que la fraction de moules zébrés disponibles est moindre par rapport à la zone du sud qui en contient moins, mais où elles sont plus facilement disponibles pour les oiseaux, pour les canards plongeurs. La quantité d'éperlans, de Dracena diminue également. La quantité et la densité ont diminué. Une autre variété de moules est arrivée, une autre variété de moule d'eau douce, la moule quagga. Donc vous avez la Dracena à gauche et l'autre variété dont je parle à droite. C'est une autre variété, elle se ressemble beaucoup, mais c'est pas la même chose. C'est une variété qui vient de la mer Noire. Comment est-ce qu'elle est venue? Elle est venue avec ses petites ailes comme un oiseau? Non, elle est venue parce qu'elle a été transportée par les bateaux qui viennent sur la mer, les bateaux qui circulent, les bateaux fluviaux qui viennent du Danube, du Rhin, puisqu'ils passent par un canal qui connecte le Danube et le Rhin, qui ont permis à ces moules d'envahir notre système, parce que nos systèmes sont connectés aujourd'hui. Et vous pouvez voir que cette nouvelle variété de moules dépasse aujourd'hui les Dracena et sont aujourd'hui répandus partout dans notre lac. Donc les politiciens disent « il n'y a pas de problème, c'est une nouvelle espèce, super, c'est génial, pas de problème ». Nous y reviendrons dans quelques instants. Donc les nutriments ont diminué et la composition des espèces a diminué. Donc une nouvelle moule, mais de bien d'autres nombreuses espèces sont arrivées. Pisidium, Ramarus, Viviparus, Spherium. Donc des espèces qui avaient toujours été là, mais en moindre quantité. Ces espèces aujourd'hui gagnent du terrain et nous pensons que c'est lié à la diminution des niveaux de nutriments. Les oiseaux, les canards plongeurs ont également réagi. On a vu un impact sur les canards plongeurs. Voici les différents types de canards, différents contenus d'estomac des canards. De 14 variétés de canards. Nous avons les moules que nous pouvons retrouver, Polymorpha et la Bugensis, et la Dracena bugensis. Donc ce que l'on voit, c'est que les canards plongent, ils attrapent ce qu'ils peuvent, et bien sûr, ils se rendent compte qu'est-ce qu'il y a dans la moule, qu'est-ce qu'il y a comme chair dans la moule, dans le coquillage. Et c'est ça qui compte, parce que tous les jours, un canard plongeur mange l'équivalent de son poids en moule. Si on fait 500 grammes, ou si on fait 1,5 kg, eh bien on va manger 1,5 kg de moule. Et ils ont besoin de cette quantité de moule et de la bonne valeur énergétique, calorique, pour pouvoir se réchauffer. Et les moules qui ne sont pas suffisamment riches en calories ne comptent pas en tant que bon nutriment pour les canards. Ici, on se rend compte que la Dracena bugensis se développe, donc plus grâce à un lac qui contient moins de nutriments, à une valeur calorifère qui est moindre. La Polymorpha, par contre, a beaucoup plus de valeur énergétique. Cela veut dire que la qualité nutritionnelle de notre lac pour les canards plongeurs diminue. Et le nombre de mangeurs de moules diminue également. C'était le cas des benthos notamment. La capacité de charge du lac diminue.
Ensuite, les poissons. Donc, les espèces de poissons avaient globalement disparu, si ce n'est pour les éperlans. Dans la Zuiderzee, donc la mer du Sud, les éperlans avaient disparu. Ils sont revenus 3 ans plus tard, après la fermeture du barrage en 1932. Les espèces faisaient 6-7 cm et se reproduisaient après 1 an. Ils vivaient à peu près 1 an, disons, et après ils mouraient. Les espèces devaient s'adapter. Mais ils parvenaient à s'adapter. Quelques-uns d'entre eux atteignaient la taille d'un prédateur. Ces poissons sont importants pour les oiseaux, mais également pour les poissons prédateurs, comme les perches, et les brochets et les autres espèces. La distribution des éperlans est liée au zooplancton, puisque cette espèce se nourrit du zooplancton. Donc on les retrouve aux endroits opposés des moules que j'ai mentionnés tout à l'heure. On les trouve au nord notamment, c'est là où on retrouve le zooplancton, là où la moule Drésena ne figure pas. Ici, on peut voir également une chute dramatique dans la population des éperlans. Dans les années 80, à l'époque où les nutriments étaient très élevés, nous avons atteint un pic de la population des poissons. Et ensuite, ces résultats ont décliné jusque dans les dernières années où on observe encore ce déclin. Ce que l'on remarque, c'est qu'une toute petite fraction de 1+, diminue complètement. Donc les poissons restent plus petits qu'ils ne l'étaient auparavant. Mais les pêcheurs, bien sûr, aiment ce poisson. L'éperlan est transporté au Japon. Peut-être qu'on les mange comme sushi, je ne sais pas. Et ils sont pêchés. Ils sont pêchés pendant qu'ils frayent. Donc c'était une pêche très propre, mais les pêcheurs se rendaient sur les lieux de frayage pour les poissons. Les lieux de reproduction, donc, ils sont pêchés pendant leur phase de reproduction. Et de ce fait, eh bien, la population d'oiseaux mangeurs d'éperlans a diminué également. Donc les facteurs liés aux tendances pour les oiseaux aquatiques sont variés. Il y a un problème lié au limon dans le lac Markemir, qui est la séparation des deux lacs. La charge de phosphore dans l'eau diminue, donc la production de poissons diminue. Et la production de benthos aussi. Les passages sont parfois difficiles à passer pour les oiseaux, pour les poissons, et la pression de la pêche est trop élevée. On est dans une phase de pêche intensive. Ils continuent à pêcher des poissons de plus en plus. Et il y a également les changements climatiques. Nos hivers sont plus doux, nos étés sont également plus chauds, comme partout en Europe. Et un grand nombre de prédateurs arrivent. J'ai expliqué le cas des nouvelles moules liées au Danube, venant du Danube. Et il y a également de plus grandes perturbations. Les gens veulent aller dans le lac pour leur loisir. Amsterdam, c'est juste à côté, donc c'est normal. Donc ici, vous avez une photo des foulques que l'on retrouve dans le lac. Et ces oiseaux se retrouvent parce qu'ils viennent manger les moules. Aujourd'hui, on retrouve différents types d'oiseaux, notamment les scorpes. Voici une autre espèce, Aetia ferina. Et ici, on peut voir comment ils se répartissent dans les différents systèmes lacustres de l'Eissenmeer. Tous ces petits lacs séparés existent dans notre grand système lacustre et on peut voir la population des scorpes dans les différentes zones du lac. Dès que les plantes aquatiques sont revenues dans certaines zones du lac, il y a eu un transfert de la population des canards.
de ce type de canard. Les oiseaux se déplacent donc. Donc, on sait aujourd'hui qu'avec les objectifs de Natura 2000, on a des cibles, on doit atteindre un certain nombre de populations d'oiseaux et on en a besoin pour pouvoir comparer les lacs, pour pouvoir avoir une vision à plus grande ampleur de la population d'espèces dans les différents systèmes lacustres. Qu'est-ce que nous pouvons faire donc par rapport à cette situation? Parce qu'aujourd'hui, la situation n'est pas idéale, comme je l'ai dit. Nous avons des berges artificielles, nous avons un cycle de l'eau fixe. Eh bien, nous pensions que la restauration de l'habitat pouvait nous aider. Nous pensions que le développement d'îles pourrait nous aider. Je vais vous montrer certains exemples de ce que nous avons fait, des développements de la nature, des îles et des berges. Ici, voilà un exemple de la zone de Kinselmeer, où il y avait une nouvelle île a été créée en guise de mesure compensatoire. Donc la ville d'Amsterdam voulait gagner un petit peu sur le terrain du lac. Il y a eu un grand débat. Ils ont dit ok, vous pouvez construire d'un côté, mais vous devez rendre aussi à la nature. Et donc ils ont créé cette île pour compenser un petit peu la situation. Et donc cela permettait un meilleur équilibre de terre, lacs, de plaine et zones humides. Ici, on a créé un système pour que les navires puissent continuer à circuler. Ils traversent ils peuvent traverser la zone. Pour les bateaux, c'est super, mais pour la nature, c'était beaucoup plus compliqué. Nous avons construit cette nouvelle terre, cette nouvelle zone, en pompant du sable, de l'argile et d'autres matériaux. Et ici, on peut voir que ça a commencé. Nous avons construit donc cette sorte de barrage pour lutter contre l'érosion. Et ici, on peut voir les prairies qui fonctionnent. Donc, on a une zone sablonneuse et ici, on a une zone plus basse. Donc, il y a un autre lieu de pompage plus haut qui permettait d'enrichir les sédiments dans les différents compartiments. Et on peut l'utiliser de façon à conduire d'autres zones humides. Là, c'est une zone un peu plus artificielle, mais c'est une zone qui est très intéressante. C'est une île pour les oiseaux, parce qu'il n'y avait pas de zone de reproduction appropriée pour les oiseaux. Et donc, on peut voir ici cette île de sable blanc qui a été créée pour les oiseaux. Et nous avions d'autres zones plus basses, d'autres îles plus basses, un complexe de 15 îles. Ça ne fait que 17 hectares, mais ça a énormément contribué au changement du fonctionnement de notre lac. Parce qu'aujourd'hui, les oiseaux venant de Russie viennent sur cette île parce qu'ils peuvent se reposer. Il n'y a pas de renards, ils ne sont pas menacés par les renards, et donc les storks peuvent venir nicher et se reproduire sur ces îles. Nous avons près de 4000 couples de storks. Une partie du polder de Zuid-Flevoland n'était pas liée aux zones agricoles, mais a été développée en tant que marais. Ça ressemble un petit peu à ce que l'on peut retrouver dans la zone de Grandlieu. Nous avons le lac. Il y a un digue qui sépare les deux parties. Voici la partie la plus profonde du polder. Elle fait 6000 hectares. Il y avait quelque chose à faire. Il y avait une décision politique à prendre. Donner 6000 hectares, rendre 6000 hectares à la nature. Et donc au départ, la délimitation était ici. Ça avait été très bien conçu puisqu'il y avait une colonie de spatules blanches à l'époque, dans cet endroit-là. Et ensuite, donc, il y a eu un grand débat où mettre la gare. Ils voulaient installer une gare à cet endroit-là. Et on a dit qu'il devait y avoir une zone frontière. Et voilà la zone un petit peu de tampon entre les deux. Et donc une partie des zones humides qui ont été dédiées à l'agriculture.
Donc vous pouvez voir ce qui se passe. Et nous avons rendu cette zone dédiée à l'agriculture, à la nature, pour agrandir les zones humides. Donc on a une zone de prairies humides et une zone de marais. Et c'est très important d'avoir les deux. Et nous nous sommes rendus compte qu'un grand marais fonctionne de manière différente par rapport à un petit marais. Parce que c'est un petit peu difficile à voir. Ici, vous avez des roselières. Et nous avons une variété d'oiseaux qui viennent dans ces zones-là. Elles ne peuvent pas voler pendant 35 jours. Et pendant cette période, elles déforestent. Elles se nourrissent jusqu'à la limite de l'eau. Donc, vous voyez la limite de l'eau ici. Donc, la roselière pousse en hiver. Les oies se nourrissent des roseaux et participent à la déforestation. Mais ça aide à la gestion des roselières. Les Anasclepiata se nourrissent de zooplancton. Donc, c'est une espèce de canard que l'on retrouve, donc les canards souchés qui se nourrissent de zooplancton. Et les restes, disons, des plantes se retrouvent dans le zooplancton et les canards souchés peuvent s'en nourrir. Ça permet donc à des milliers de chevreuils de venir nicher dans ces zones. La structure change parce que les oies ouvrent, grâce à leur nourriture, grâce à leur processus d'alimentation, ouvrent l'espace et permettent aux aigrettes et aux spatules blanches de venir vivre dans la région. Donc c'est extrêmement important comme mesure qui a été prise parce que sans, nous serions un grand lac avec aucune végétation. Et la zone limitrophe est une zone de pâturage pour les oiseaux. Nous avons également mis en place des zones de pâturage pour les animaux, le bétail. Ensuite, nous avons été inspirés par le lac Peipsi, un lac que l'on retrouve à la frontière entre la Russie et l'Estonie, qui est à peu près de la même taille que notre lac, mais avec une gestion naturelle de la nappe aquatique. De la nappe aquifère. Donc nous voyons un cycle de 11 ans qui existe avec des eaux élevées, des eaux moins profondes. Et ce cycle est probablement essentiel pour le développement des macrophytes, comme le Phragmites, parce qu'il y a des périodes où les oiseaux ont plus d'accès à certaines plantes qu'à d'autres périodes. Et donc, on peut permettre aux macrophytes de se développer de manière cyclique. Voici une photo du sud du lac et vous pouvez voir qu'il y a des zones humides tout autour. C'est une rivière naturelle qui rentre dans un lac qui nous a extrêmement inspirés lorsqu'il a fallu reconstruire notre lac. Nous avons pu mettre en place des roselières étendues dans le lac. Bien sûr, c'était une situation un petit peu exceptionnelle pour nous parce que nous savions que nous ne pouvions pas atteindre exactement la même chose. On sait qu'on est encore au niveau plus bas. Il y a également des zones marécageuses et des tourbières qui se retrouvent autour de notre lac. Alors maintenant la question se pose, est-ce qu'on pourrait réouvrir de nouveaux marais dans la zone? Non, peut-être ne pas forcément copier ce qu'on a fait à d'autres endroits dans le lac, mais avoir une zone qui soit connectée de manière hydrologique, qui nous permettrait de développer de nouveaux marais qui feraient entre 4000 et 6000 hectares, qui donnerait la possibilité à de nouvelles espèces d'arriver. Nous avions des pélicans à côté de Rotterdam, mais nous aimerions les réattirer dans cette région. Donc, connecter les zones humides au sein d'un système lacustre est extrêmement important. Est-ce qu'on pouvait faire ça? Eh bien, il nous a fallu 2 ans de négociations avec les politiciens, avec différents participants, différents acteurs. Et ici, on a réussi à le mettre en place. C'est ce que l'on voit à Marker-Walden. En 2016, nous avons commencé la construction dans cette zone. Nous avons continué. Nous continuons cette année, en 2017,
avec 3 nouvelles îles et nous espérons finir l'année prochaine, finir au moins la première partie. Et ensuite, ça dépendra des décisions politiques. Est-ce qu'on continuera ou pas? Cette zone fera 600 hectares et elle aura coûté 65 millions d'euros, donc c'est beaucoup d'argent juste pour la nature. Et c'est extrêmement intéressant. Donc l'année dernière, nous avons commencé. C'est des eaux ouvertes qui font 4 mètres de profondeur. On ne veut pas détruire quoi que ce soit, on ne veut pas détruire les poissons, on ne veut pas détruire les macrophytes. Mais nous remarquons que les oiseaux ont remarqué cette zone tout de suite. Nous avons eu la population d'oiseaux. Donc, différentes séries de plans de développement de la nature sont apparus autour du lac. Certains plans en vert sont terminés. Et on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus. Il y a des plans qui sont encore étudiés, d'autres qui sont en cours d'élaboration. C'est notre approche ici. L'interface avec l'eau est extrêmement importante pour restaurer ces synergies. Nous voulions au début avoir des polders agricoles très profonds. Il y a autre chose qui est extrêmement importante, c'est la connexion avec la mer. Donc nous avons un projet ici, un projet qui permettra aux poissons de passer le barrage. Mais c'est dans longtemps. La zone d'eau saumâtre, c'est un rêve pour nous parce que mais nous espérons qu'un jour nous pourrons avoir cette zone saumâtre qui permettra la migration des poissons. Nous avons une nouvelle nature, nous avons de l'eau claire, c'est une bonne nouvelle. Nous avons également des espèces invasives, des gobies notamment. Nous avons tout un tas d'activités autour de notre lac, des activités de loisirs notamment. Mais qu'est-ce que nous devons continuer à faire? Eh bien, nous devons continuer à contrôler la qualité de l'eau, continuer le développement des zones humides. Nous devons restaurer des connexions avec les autres systèmes et nous devons réfléchir à l'échelle du lac, à l'échelle du paysage, pas seulement à l'échelle du lac. La gestion du lac est importante, la qualité de l'eau également. La charge en nutriments doit rester basse, mais les nutriments ont posé des problèmes dans notre lac. Donc l'objectif devrait être changé, la cible doit être changée. Et on en parlera plus tard. Je dois m'arrêter. Merci beaucoup.